Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par Pascal Charpentier, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Industriel Alliance Gestion privée de patrimoine. Aujourd'hui, Pascal nous entretient sur une situation économique particulière, la stagflation, en lien avec le contexte actuel et l'avenir de nos placements. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans la zone de clavardage et Pascal y répondra après la présentation lors de la période de questions. Bonne présentation. Alors, bonjour à tous. Alors, merci de vous être présentés à cette heure et juste avant une longue fin de semaine de vacances. Alors, l'objectif de cette présentation-là, la stagflation à l'horizon, c'est qu'on a écrit une bande dessinée, en fait, on l'a produit il y a un peu plus d'un mois au niveau du phénomène d'inflation. On a fait vraiment une recherche poussée, puis on ne trouvait pas que dans la présentation de la BD qu'on avait faite le tour de tout cet horizon-là. Alors, on veut vous partager le fruit de nos recherches, puis ce qu'on a découvert a vraiment changé nos perceptions sur l'inflation. Alors, le plan de la présentation, c'est un retour en arrière, regarder l'inflation au cours de l'histoire. L'inflation, la stagflation, qui est un mot qui vient de l'année 1970, justement, au moment où on avait une période. La stagflation, c'est comme c'est un assemblage entre le mot stagnation économique et inflation. Donc, on va refaire un retour avec les années 70. Le point 3, c'est le comportement des marchés en période inflationniste, actions et obligations, et les stratégies gagnantes dans ces périodes de stagflation. Alors, ce qui m'a énormément frappé, dans le tableau que vous voyez ici devant vous, vous voyez dans la partie bleue la période au cours des, je dirais quasiment les 400 dernières années, les périodes inflationnistes dans notre économie, et la partie en vert, les périodes déflationnistes. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, ce qui est vraiment frappant, c'est que oui, puis pour regarder au cours de l'histoire, les grandes périodes de hausse sont associées à des périodes de guerre. Alors, on peut vraiment voir qu'il y a des périodes inflationnistes très importantes, mais qui sont, au cours de tous ces siècles-là, associées à des périodes déflationnistes tout aussi importantes. Ça veut dire que, pour avoir vu les chiffres au 19e siècle, malgré qu'il y a eu des périodes inflationnistes importantes pendant les guerres napoléoniennes, dans les années qui ont suivi, il y a eu des périodes déflationnistes encore plus importantes. Ça veut dire que l'inflation s'équilibre au cours de l'histoire. Mais ce phénomène-là change après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici dans l'ensemble, on se trouve à avoir de l'inflation, mais on n'a plus du tout de période déflationniste. Et cette période-là s'associe au changement monétaire de notre système. Ça veut dire que tout au cours de ces périodes-là, la monnaie de base est l'or ou l'argent. Et à partir du fin 19e siècle, début 20e siècle, il va y avoir des billets de l'or qui vont être imprimés, mais ces billets de l'or-là vont être associés à des réserves d'or et d'argent aux États-Unis qui sont gardées à Fort Knox. Et là, au moment où justement le gouvernement américain, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre que les États-Unis devient la puissance numéro 1, joue le rôle de banquier mondial. Donc, les Américains ont besoin de plein de choses pour faire fonctionner leur appareil militaire. Donc, ils ont besoin d'argent. Et là, tranquillement, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains commencent à changer le lien entre les dollars et puis l'or, jusqu'à temps qu'arrive en 1971, il se passe un événement historique très important. C'est que les Américains utilisaient leur dollar pour pouvoir acheter soit du pétrole, des matières premières, des matières industrielles. Puis un des pays où les Américains achetaient beaucoup de choses dans les années 60, ça se trouve être l'Allemagne. Ils devaient acheter des Mercedes, des BMW, autre chose. Puis les Allemands qui avaient connu, comme je l'ai fait dans une autre présentation, qui avaient connu la crise d'hyperinflation de Weimar en 1923-1924, les Allemands voient arriver les milliards de dollars dans les coffres. Puis les Allemands commencent à être nerveux. Et voyant que la quantité de dollars qu'ils ont en leur possession et le nombre de dollars officiels que le gouvernement américain devrait avoir, commencent à avoir un doute au niveau des dollars. Et les Allemands exigent au gouvernement américain d'être payé en or en 1971 au lieu d'être payé en argent sur la balance commerciale.
Et à ce moment-là, le président des États-Unis, Nixon, panique. Puis là, il se dit, bien là, je ne veux pas me départir de ce qui nous reste d'or. Alors, il décide au mois d'août 1971 de détacher le dollar américain de l'étalon or. Ce que ça a comme impact, c'est que le dollar américain qui était discipliné par rapport à la devise, monétaire or et argent, à partir de ce moment-là, le gouvernement a pu nécessairement avoir de discipline. Puis là, on remarque justement au cours de cette période-là que plus jamais, au moment où le dollar américain s'est détaché de l'étalon or, plus jamais il y a eu de période déflationniste. Puis là, je vais vous amener au tableau suivant où ça devient encore plus impressionnant. C'est qu'à partir de 1971, l'inflation prend une accélération complètement différente. Alors, on peut voir ici que pendant de 1910 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un double malgré la Première Guerre mondiale, il y avait eu une inflation, mais jamais au niveau qu'on a connu dans les 50 années qui ont suivi. Ce qui est intéressant de suivre là-dedans, c'est que nous, ce qu'on a réalisé dans notre recherche, c'est que ce que j'avais appris, moi, à l'université, c'est que le phénomène inflationniste était un phénomène économique. Ça veut dire qu'il y avait augmentation des prix lorsqu'il y avait surchauffe dans l'économie ou une croissance économique très forte. Puis dans plusieurs recherches d'économistes que j'ai lues, ces économistes-là amènent une autre version que ce n'est pas nécessairement la surchauffe économique qui est l'élément déclencheur de l'inflation, mais bien plus le changement de l'impression monétaire. Donc, je vous ramène que lorsque le gouvernement américain décide de changer la structure du dollar américain en 1971, il décide d'imprimer plus d'argent. En imprimant plus d'argent, automatiquement, ça déclenche une inflation. Puis, l'élément qui a été déclencheur dans la crise inflationniste des années 70, c'est l'année 1973, l'OPEP, qui était payé en dollars, le baril de pétrole depuis la Deuxième Guerre mondiale est statué, peut-être même depuis la Première Guerre mondiale, statué en dollars américains. L'OPEP décide de demander à ce que le baril de pétrole soit associé au prix de l'or. Et là, ça crée une crise. Puis là, ça crée une augmentation de prix considérable sur le prix du baril. Ce qui est intéressant, on a créé ce tableau-là, on est retourné dans les statistiques des années 70. Alors, c'est certain qu'il y a beaucoup de chiffres dans le tableau que je vous montre là, mais on a mis en encadré les périodes qui sont importantes et les éléments qu'on veut vous souligner. Ce qu'on voit, c'est qu'avant l'année 1973, l'inflation était forte, mais pas excessive. On naviguait dans un taux d'inflation autour de 3 %. Et quand arrive la crise de pétrole en 1973, commence une accélération importante de l'inflation. On voit l'inflation passer de 3,4 % à 8,7 %. Et puis finalement, en 1974, pour monter à 12,3 %. Puis dans l'encadré rouge qu'on voit là, puis je vais vous le montrer un petit peu plus loin, j'ai fait un autre tableau, mais ce qu'on voit, on voit la bourse, le Standard & Poor's. On parle du même Standard & Poor's qui aujourd'hui est autour de 3400 points, était en 1972 118 points. Alors, on voit l'indice Standard & Poor's passer de 118 points à 63 points. Ce qu'on voit, c'est que lorsque l'inflation se met à s'accélérer, il y a un autre phénomène qui normalement devrait arriver, c'est que les taux d'intérêt, normalement, doivent suivre le taux d'inflation. Puis vous pourrez revenir par en arrière, regarder le tableau. Mais normalement, c'est vraiment frappant de voir à quel point le taux d'intérêt, à mesure que le taux d'intérêt augmente, à mesure que le taux d'inflation augmente, les intérêts se mettent à augmenter. Ce qui est différent d'actuellement. Actuellement, on a une hausse aussi d'inflation, mais les banques centrales font tout en leur possible pour pas que les taux d'intérêt montent. Donc, comme je l'avais expliqué dans une bande dessinée précédente, où j'avais parlé des taux excessivement bas avant Noël, c'est que les banques centrales rachètent énormément d'obligations de leur propre gouvernement pour s'assurer que le marché obligataire, les taux de rendement n'augmentent pas. Alors, je vous remonte le même tableau mis en graphique. Alors, la partie bleue que vous voyez se trouve à être l'inflation, puis la partie orange se trouve être la croissance économique. Je ne peux pas avoir un tableau plus explicite pour expliquer la stagflation. La stagflation, ça veut dire que l'inflation est plus forte que la croissance économique. Ce qui veut dire que
la croissance économique réelle. Ça veut dire que je prends la croissance économique puis je soustrais l'inflation. Ça veut dire qu'on a une croissance économique réelle négative. Donc, au cours de ces périodes-là, le marché se met plus exigeant quant au rendement. Et là, je vous amène ici, juste pour revenir sur ce tableau ici, je reviendrai en arrière. Comment se comporte le marché des actions lorsque le rendement de l'inflation augmente puis le rendement exigé augmente aussi? En 1972, la bourse américaine se transigeait à 13 fois ses bénéfices. Puis on pourra regarder après, le taux d'intérêt n'était pas excessivement élevé non plus à cette époque-là. À l'heure actuelle, on est à 32 fois. Ça veut dire qu'on était à 13 fois les bénéfices. Le marché n'était pas vraiment cher, mais au moment où le marché, que l'inflation se met à augmenter, on voit sur le tableau ici que le cours bénéfice exigé se met à vraiment être plus élevé. Ça veut dire que les gens exigent un rendement supérieur. Il faut juste comprendre que 13 fois les bénéfices, c'est un rendement autour de 8 mais à 7 fois les bénéfices, ça veut dire que le marché exige soudainement 14 sur ses placements pour pouvoir être placé. Ça veut dire que, on va le voir un petit peu plus loin aussi, les bénéfices étaient à la hausse à ce moment-là. C'est juste que lorsque l'inflation augmente, quand on revient dans le tableau en arrière, lorsque le taux d'inflation augmente, normalement, le taux d'intérêt suit. Puis c'est à partir de ce moment-là, si le taux d'intérêt suit, bien, ça veut dire que les gens exigent plus de rendement, que ce soit sur les actions ou sur les obligations. Comme je vous dis, ce qui est différent à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement fait tout en son possible pour maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas. Mais on pense, nous, qu'il y a tellement de dettes dans le système qu'éventuellement, si les gens réalisent que l'inflation est là pour rester, que les gens ne voudront plus avoir des obligations à 1 ils vont exiger peut-être 3, 4 ou 5 sur leurs obligations. Donc, le marché va forcer la main sur les taux d'intérêt. Juste revenir sur le phénomène inflationniste. Ce qu'on a découvert aussi dans notre recherche, c'est que le phénomène inflationniste, c'est très psychologique. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'installe dans un domaine. Comme le premier phénomène qu'on voit, ça a été vraiment la hausse dans le prix du bois, prix du cuivre, toutes les matières qui étaient liées à l'immobilier ou la construction. Et ce qui nous a frappé, c'est que dans les semaines qui ont suivi cette augmentation-là, d'autres domaines se sont mis à augmenter qui n'avaient absolument aucun lien avec la construction, que ce soit les céréales, que ce soit les bicycles. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté de façon considérable. L'inflation, c'est vraiment une spirale qui augmente. Et puis, une fois que ça s'installe, bien, les gens ont des exigences. Ça veut dire que les employés demandent des augmentations de salaire. Les gens qui voient qu'eux payent plus cher sur certaines matières, justement, exigent d'avoir des prix supérieurs. Fait que nous, ce qu'on pense, c'est que ce que les gouvernements disent, c'est que l'inflation est temporaire. Puis nous, on pense que si on part de la prémisse que c'est un problème monétaire, étant donné que les gouvernements impriment à outrance de l'argent, ça veut dire que c'est l'inflation qui va devenir très, très forte. Puis le danger, c'est justement que quand l'impression devient très, très forte comme ça, c'est à l'étendue de la planète, mais l'inflation va être planétaire. Puis à partir de ce moment-là, ça va affecter directement les marchés. Si on regarde ce qui se passe présentement, on revient en 2020-2021, depuis à peu près, il me semble que depuis que je fais ce métier-là, depuis pratiquement 24 ans, j'ai jamais vu d'inflation. Ça n'a jamais été un phénomène, c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment eu à me soucier parce que ça semblait toujours contrôlé. Ce qui m'avait frappé il y a peut-être une douzaine d'années, j'étais tombé sur un article de fond dans le Globe and Mail qui expliquait le calculateur de l'indice des prix à la consommation, puis ça m'avait vraiment frappé. Le journaliste avait fait une recherche étendue en expliquant que l'indice des prix à la consommation, l'inflation, le calculateur avait changé plusieurs fois depuis les années 70. Si on avait gardé le même calcul d'inflation des années 70, l'inflation serait facilement au double. Je suis tombé aussi, pour confirmer ça, je suis tombé sur une recherche d'un économiste qui s'appelle John Williams, qui se trouve avoir son site web à lui qui s'appelle The Shadow Banking. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il a regardé le même calculateur des années 70 pour pouvoir comparer l'inflation qu'on a à l'heure actuelle avec l'inflation des années 70.
Alors, au lieu d'avoir une inflation qui sera autour de 4,5-5 %, on aurait une inflation qui sera autour de 11 %. Puis, vous pouvez le voir autour de vous, là, vous essayez d'acheter n'importe quoi, tout est en pénurie. Tu sais, l'inflation, ce qui a été l'élément fort, c'est que ça prend un élément déclencheur dans l'inflation pour la stimuler. Si je reviens sur ma bande dessinée ici, l'inflation monétaire, c'est que dans le fond, la Banque fédérale américaine ou la Banque fédérale canadienne ou européenne, ce qu'ils veulent, leur objectif, c'est que l'économie reste en force. Puis pour que l'économie reste en force, ils ne veulent absolument pas que les marchés, que ce soit immobilier ou boursier, corrigent. Alors à ce moment-là, ils impriment énormément d'argent dans ces marchés-là. Comme on voit dans l'image, on voit que tout l'argent qui est imprimé se rend directement sur la bourse ou sur le marché immobilier, mais ne se rend pas directement dans l'économie. Les gens vont pas, c'est pas parce que tu as plus d'argent dans ton compte de banque que tu vas peut-être nécessairement acheter plus d'épicerie ou que tes besoins vont nécessairement augmenter. Donc, ce que ça crée une bulle dans le secteur boursier, puis une bulle dans le secteur immobilier. Puis tout ça part d'une mauvaise planification au niveau de trop imprimer d'argent. Puis là, dans l'inflation aussi, s'il y a un autre élément, c'est que ça prend un élément déclencheur. J'en avais parlé un petit peu dans ma présentation sur la crise de Weimar de 1923. Il n'y a pas eu de problème inflationniste, d'hyperinflation en Allemagne tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une crise. Si vous vous rappelez, dans ma présentation, je montrais un soldat français qui était sur des wagons de charbon. Les Français qui décident d'être payés en charbon, les réparations de guerre, au lieu d'être payés en argent. Là, ça a comme créé une crise psychologique chez les Allemands qui ont compris que leur devise, quand le pays étranger ne voulait même plus être payé en marque, mais voulait être payé en matières premières. Mais les Allemands ont fait la même chose. Ils ont dit, bon, mais notre argent ne vaut pas ce qu'elle vaut. Alors, les gens se sont dirigés, ce qu'on appelle sur des actifs durs, des actifs tangibles. Alors, c'est un peu ce qu'on pense qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Juste avant de passer à l'autre image, l'élément qui crée cette inflation-là, ça veut dire que la Fed, elle a peu imprimé, parce que depuis la crise de 2008, la Fed a imprimé énormément d'argent, mais ça n'avait pas créé de problème inflationniste jusqu'à l'année dernière ou cette année. Puis l'élément déclencheur, c'était la crise COVID. La crise COVID a créé une rupture de production. Donc, tu imprimes de l'argent, les gens ont plus d'argent, les gens reçoivent des subventions, les gens ont plus d'argent pour dépenser, mais il y a moins de choses à acheter. Alors, il y a beaucoup d'argent qui veut acheter les mêmes biens, mais il y en a moins de produits. Alors, à l'heure actuelle, je lisais un article de fond la fin de semaine dernière sur les bicyclettes en Amérique du Nord. Il y a une rupture dans les bicyclettes, mais j'ai su que par quelqu'un qui avait la même chose dans les scies à chaîne. Donc, il est comme avoir une rupture un peu partout. Puis le problème, c'est que tout notre système économique était basé sur le fait que la production, ce qu'on appelle just in time, ça veut dire que les gens ne gardaient pas d'inventaire. Et plusieurs personnes se sont fait prendre dans ce manque d'inventaire-là. Alors, il y a plusieurs entreprises et d'individus qui ont décidé de se stocker. Donc, si tout le monde, que ce soit en Asie ou partout sur la planète, tout le monde décide de stocker, c'est un effet psychologique, comme je montrais dans l'image. La spirale, c'est que tout le monde décide d'augmenter, de transférer ses devises papier en actifs solides. Comportement, bon, j'en ai parlé un peu tantôt, comportement des actions en période de stagflation. Stagflation, je le répète, c'est une période où l'inflation est plus forte que la croissance économique. Donc, ça rend les gens nerveux en général et que ce soit le marché des actions ou le marché des obligations en général se comporte mal là-dedans parce que le rendement exigé augmente. Donc, c'est ce qui fait que la bourse est passée de l'indice est passé de 120 puis a descendu jusqu'à 66. Ce qui est frappant, c'est que tu dis, c'est arrivé à un moment où la bourse n'était pas si chère que ça. Donc, qu'est-ce qui peut arriver si l'inflation accélère et on est dans une bourse qui est à 32 fois les bénéfices? Ça veut dire que la marge de sécurité qu'on a sur les marchés financiers est nulle, surtout sur la bourse ou sur les obligations. J'y arrive plus tard sur les obligations. Un autre phénomène que je veux vous montrer sur le tableau qui est ici, c'est qu'on voit que en 1972, la bourse se trouve être à 120 points, le Standard & Poor's. Puis 10 ans plus tard, on est encore au même ratio, alors que je vais le montrer plus loin, la croissance des bénéfices des entreprises était au rendez-vous à ce moment-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, le marché peut avoir des exigences très élevées, puis même s'il y a une croissance des bénéfices, mais il y a une période d'inflation importante, les gens peuvent être plus nerveux puis avoir des exigences supérieures.
comment se comportent les obligations en période d'inflation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prémisse de base, c'est que lorsque l'inflation augmente, les taux d'intérêt, normalement, augmentent aussi. Le marché devient plus exigeant. Comme je vous dis, ce qui est la partie artificielle que l'on a depuis un an, c'est que le gouvernement, on va le voir aussi un peu plus loin, c'est que le gouvernement américain, la Fed, a racheté pour 4 trilliards des obligations de son propre gouvernement, au-dessus des 4 autres trilliards qu'elle avait achetés dans la crise de 2008. Ça veut dire qu'à peu près le tiers de la dette américaine est détenue à l'heure actuelle par la Fed. Ça veut dire que la Fed, son objectif, c'est que s'assurer que les taux ne montent pas. Comment s'assurer que les taux ne montent pas alors que l'inflation augmente? Ça va amener un dilemme très fort pour la Fed. Si je reviens sur nos obligations, donc si vous achetez à l'heure actuelle des obligations avec un rendement qui est excessivement bas et que soudainement, les taux d'intérêt exigés dans le marché explosent à cause de l'inflation, ça veut dire que votre portefeuille en obligations va se faire massacrer. Ça veut dire que, je donne un exemple, mettons que vous avez une obligation de 10 ans qui donne un rendement de 1 puis tout à coup, le marché exige 3 ou 4 mais ce n'est pas long que vous pouvez perdre 30 sur la valeur de vos portefeuilles en obligations sur cette obligation en particulier. Ce qui a été bien, ce qui a meublé l'esprit, c'est qu'au cours des 40 dernières années, les taux d'intérêt n'ont fait que baisser. Donc, les taux d'intérêt qui avaient connu un sommet en 1981, 18 on a connu une descente jusqu'à 1 Puis ce que ça amène comme phénomène, c'est que lorsque vous avez des obligations dans votre portefeuille au cours de cette période-là, c'est très positif. C'est comme le ressort qui retient votre portefeuille. Ça veut dire qu'à mesure que les taux baissent, la valeur de vos obligations s'apprécie. Fait que c'est très, très réconfortant de garder des obligations parce que vous ne perdez jamais d'argent avec vos obligations. Sauf que comme on peut voir, les obligations, c'est des longs cycles. Ça veut dire que les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt baissent, puis ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt ne remonteront pas. Si à un moment donné, les gens exigent plus de rendement parce qu'à date, les gens achètent les obligations même s'ils sont basses. Puis je n'avais parlé il y a peut-être 1 an et demi, pas la lettre de Buffett de cette année, mais celle de l'année dernière. Buffett expliquait qu'il n'achetait plus du tout d'obligations américaines. Il disait, bien, écoute, là, le rendement des obligations est rendu à 1,5 Je ne verrais pas pourquoi je prendrais un risque d'acheter des obligations alors que je suis payé pour le faire. Je reviens sur ce tableau-là qui est très pertinent. On voit ici la ligne en gris qui se trouve être dans les années 70, qui se trouve être le taux d'intérêt par rapport au graphique en bleu qui est l'inflation. Comme vous pouvez voir, ça se suit. Alors, normalement, c'est ce qu'on devrait avoir, puis qui est, comme je vous dis, qui est contenu à l'heure actuelle. Comme j'en parlais tout à l'heure, la Fed a ajouté près de 4 trilliards à son bilan en achat d'obligations. Il ne faut pas oublier que la Fed n'a pas d'argent. Donc, quand la Fed décide de racheter ces obligations-là, elle imprime de l'argent d'une façon artificielle. Ça veut dire que c'est ça qui contribue énormément à toute la masse monétaire qu'on a actuellement. Puis, il y a une problématique alors dans le marché, c'est que la Fed a tellement racheté d'obligations au cours des derniers mois que les banques ne sont plus capables de se fournir en obligations. Il y a beaucoup de dettes, mais la Fed en a tellement racheté que le marché n'est plus capable de se fournir. Ça veut dire que nous, on pense qu'éventuellement, la Fed, elle n'aura peut-être pas le choix d'arrêter ses achats d'obligations parce que là, tout le système est engorgé. Il y a trop d'argent qui est rentré dans les banques, puis les banques ne trouvent plus de place où placer cet argent-là. Alors, les stratégies gagnantes en période inflationniste, si on reprend sur la prémisse des années 70, c'est sûr que si l'inflation poursuit et que les exigences du marché augmentent, le marché va corriger de façon très sévère. Si on part de 32 fois les bénéfices, on redescend la moyenne à 15 fois les bénéfices, bien, vous faites le calcul, c'est plus que la moitié en correction. Donc, dans ces périodes-là, pour se protéger de la correction, la stratégie, c'est d'avoir des liquidités au compte. Puis l'autre chose, c'est que si le gouvernement continue à imprimer de l'argent, nous, on pense que la valeur des dollars le danger, c'est qu'à moyen terme, la valeur des dollars va se déprécier de façon considérable. Donc, dans les années 70, le meilleur actif qui a mieux performé au cours de 1971 à 1981, c'était l'argent. En deuxième, ça a été l'or, puis après ça, les commodités agricoles, ainsi que d'autres sortes de commodités. Donc, l'idée, c'est que dans une période d'inflation importante, les actifs papiers, tout ce qui est pas tangible,
est moins fort et performe moins bien que les actifs durs. Ça veut dire l'or et l'argent sont des actifs durs, les commodités agricoles aussi, puis on a trouvé des alternatives pour pouvoir investir là-dedans. On pense que si l'inflation se poursuit, c'est vraiment le secteur dans lequel elle est investi. Donc, il va, tu sais, je veux dire, l'alternative c'est certain que quand il va y avoir la correction aussi, il va y avoir plein de compagnies qui vont être à rabais. On pense que les compagnies de première nécessité, que ce soit des pharmacies ou des épiceries, ça va être des bons investissements aussi. Mais ce ne sera peut-être pas nécessairement celles qui vont performer le mieux dans une période de haute inflation. Alors ici, je reviens juste pour vous donner l'étendue de... On voit que l'or a été stable très longtemps. Mon graphique ne remonte pas, mais le prix de l'or avait été statué dès 1933, donc il n'avait pas bougé jusqu'au début des années 70. Au moment où le dollar se détache de l'étalon or, on voit que le prix de l'or part de 38 $ et monte à 800 $. Donc, dans une période inflationniste, on voit que les gens cherchent à se protéger sur des actifs tangibles. Je reviens sur ce graphique que j'ai montré tout à l'heure, mais je n'avais pas montré la courbe orange où on voyait la croissance des bénéfices du Standard & Poor's. Donc, ça ici, la courbe orange qu'on voit, c'est la croissance des bénéfices de l'indice. Puis en bleu, c'est le nombre de fois que le marché, on voit qu'il est prêt à payer pour ces bénéfices-là. Donc, on voit que l'indice se transigeait à 120, l'indice était à 120 puis il a corrigé à 65, alors que les bénéfices montaient. Donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, on est dans une situation, les gens me disent « Ouais, mais l'économie est bonne, elle va monter de 4-5 % cette année, ça va être bon. » Mais je me dis « Ouais, mais si l'inflation est à 6, la croissance économique réelle va être à 0. » Puis l'autre chose, c'est que les bénéfices des compagnies peuvent monter, mais ce qui change plus rapidement, c'est vraiment les exigences, le sentiment. Le sentiment, ça peut changer sur un 10 cents. Ça veut dire que du jour au lendemain, les gens disent « Ça a-tu de l'allure que je paye 30 fois pour telle compagnie alors que l'inflation est à 6, 7 ou 8? » Et ça veut dire que les gens vont devenir plus exigeants sur le type d'investissement qu'ils vont faire. Puis comme le marché est surévalué, mais nous, on pense que ça va créer un tsunami. Alors, écoute, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'ai élaboré. J'aimerais peut-être prendre s'il y a des questions des participants, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Pascal. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le petit symbole questions et réponses, la fenêtre de clavardage. Avant d'ouvrir la séance de questions, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre page Facebook que vous trouverez facilement en tapant Pascal Charpentier, gestionnaire, afin de recevoir toutes les publications. Vous trouverez également toutes les publications et beaucoup d'autres informations sur notre site web pascalcharpentier.com. Alors, finalement, pour ceux qui ne sont pas encore clients avec Pascal et qui aimeraient s'entretenir avec lui pour avoir plus d'informations, vous pouvez le contacter en tout temps, directement par téléphone. Je donne maintenant la parole à mon collègue Olivier qui reçoit vos questions. Et donc, baisse ton son un peu, Pascal. Oui, pardon. Donc, la question, c'est qu'entends-tu dire par exiger une hausse? Donc, j'imagine que c'est quand on parle que les investisseurs vont exiger une hausse des taux d'intérêt. Oui. Mais tu sais, c'est normal que quand, tu sais, pour répondre à votre question, c'est que si le taux d'inflation est à 6, puis que les gens achètent des actions qui leur donnent, je donne un exemple, à 32 fois le cours bénéfice, c'est un rendement de 3 %. Donc, si tu as une inflation à 6 %, puis le rendement de ton action ou ton obligation est à 3 ou à 2, à un moment donné, les gens vont allumer puis ils vont dire, bien, ça n'a pas d'allure que je veux plus de rendement que ça. Fait que là, les gens vont se dire, j'ai aucune raison de garder ces actions-là là, qui ne donnent pas assez de rendement. Fait que ça veut dire que quand même si le taux est bas, si le taux d'inflation est élevé, les gens, à un moment donné, vont faire le lien et vont dire, j'ai aucun avantage à garder une action alors qu'on est dans une inflation. Parce que quand il arrive une inflation importante, ça ne veut pas dire que les compagnies, les bénéfices vont suivre l'inflation. Ça veut dire que l'exigence augmente. Les gens deviennent plus exigeants lorsque le taux d'inflation augmente. C'est pour ça que normalement, le taux d'intérêt suit. Parce que les gens exigent plus de rendement sur leurs obligations. C'est la même chose sur les actions. Quand le taux d'inflation augmente, les gens exigent plus de rendement sur leurs actions aussi.
même temps, en lien avec ça, peux-tu nous expliquer plus simplement pourquoi les obligations baissent quand le taux d'intérêt monte? L'effet ressort un peu? Oui. Pourquoi le taux d'intérêt baisse? Peux-tu répéter ta question? Je ne t'ai pas bien entendu, Olivier. Oui, peux-tu nous expliquer pourquoi les obligations baissent quand le taux d'intérêt monte ou l'inverse? Oui. Bon, écoutez, admettons que vous avez une obligation que vous avez payé 100 $ qui vous donne un rendement, donnons un exemple de 2 %. Donc, quand vous avez une obligation à 100 $ qui est 2 % puis qui court pendant 10 ans, si soudainement les taux d'intérêt passent de 2 % et montent, je donne un exemple, et montent à 4, ça veut dire que pendant 10 ans, vous avez un manque à gagner de 2 %. Ça veut dire que le marché, lui, veut 4 % puis vous, ce que vous avez acheté donne juste du 2. Ça veut dire que pendant 10 ans, vous avez 2 de perte. Ça veut dire que vous faites 10 ans multiplié par 2. Ça veut dire que votre obligation instantanément passe de 100 $ puis de 180 $. Ça veut dire que juste sur une petite hausse de 2 % vous pouvez perdre 20 % sur votre obligation. OK. Au niveau stratégie, déplacement, comment tu vois ça pour les prochaines années? Ben, comme je vous dis, la première étape, c'est d'éviter le massacre qui s'en vient. Ça veut dire que à mesure que le marché va devenir... Tu sais, il se passe un phénomène à l'heure actuelle où il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, aux États-Unis, il y a un record de spéculation, là. Il y a plein de gens qui ont commencé à s'initier à la bourse, puis qui sont devenus des spécialistes, puis qui ont investi, puis qui ne regardent pas les chiffres des compagnies. Ça veut dire que là, c'est comme s'il y a un effet d'entraînement. Puis je me dis, tout ça va finir dans des très grands pleurs. Puis je me dis, quand ça va avoir corrigé, bien, l'étape, ça va être d'augmenter la partie, de regarder, parce que, tu sais, quand je donne un exemple, on n'avait pas de liquide quand il y avait la correction du mois de mars dernier, ou très peu. Puis il y avait des aubaines incroyables qui sont arrivées. Puis là, je me dis, ça va être, je pense, un scénario encore peut-être plus spectaculaire. Puis là, je me dis, avec l'argent, il va y avoir des aubaines. Mais je pense que, comme je l'ai expliqué dans une des images, je pense que c'est important d'être investi dans des actifs durs. Tu sais, quelqu'un me posait la question dernièrement au niveau de l'immobilier. Tu sais, l'immobilier, normalement, c'est un actif dur. C'est de la brique, c'est des maisons, c'est du bois, c'est des portes. Puis quand le prix de toutes les choses augmente, mais normalement, le prix de toute votre matière qui est dans la maison va augmenter. Mais le problème dans l'immobilier, c'est que la plupart des maisons sont grévées d'une hypothèque. Puis l'hypothèque, bien, elle est sensible au taux d'intérêt. Fait que si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, la partie hypothécaire va faire baisser la valeur des maisons puis la capacité des gens de pouvoir emprunter. Donc, l'immobilier, est-ce que c'est un bon placement à l'heure actuelle? Pour moi, c'est clair que non. Donc, c'est de trouver des actifs qui ne sont pas grévés, là. C'est pour ça que l'or, pourquoi les gens achètent de l'or et de l'argent dans ces périodes-là, c'est que quand tu achètes ton lingot d'or, je veux dire, toute la valeur que tu as dans ton lingot d'or est inscrite dans le métal, là. Il y a pas le métal n'est pas hypothéqué, là. Justement, en parlant d'actifs durs, est-ce que tu aurais d'autres possibilités que l'or et l'argent ou qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie? Qu'est-ce que je pense de la crypto-monnaie? Sûrement qu'il y a un avenir là-dedans, mais j'ai l'impression que ça va être légiféré par les gouvernements. Les gouvernements vont vouloir s'approprier les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec les crypto-monnaies privées? Je n'ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'ils les laisseront pas, ils les laisseront peut-être pas faire, mais ils deviendront peut-être pas les monnaies officielles que les gens pensent, mais en même temps, là-dessus, j'ai pas. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est une bulle à l'heure actuelle. Je pense que la technologie qui est derrière ça est très bonne, mais en tant que telle, comme investissement, en ce moment, je ne vois pas une valeur refuge dans les crypto-monnaies comme je vois dans l'or et l'argent. Olivier, est-ce que tu vois aussi les questions que moi j'ai ici? Parce que je vois qu'on n'a pas les mêmes questions. Oui, j'en ai des deux côtés. OK, c'est bon, parfait. Merci. Avec les milliards dans les comptes bancaires, lorsque la situation redeviendra normale, est-ce que tu crois que les actions vont encore prendre plus de valeur ou que ça va causer le crash un peu? Avec les milliards dans les comptes bancaires, lorsque la situation viendra quasi normale, ne crois-tu pas que les actions prennent encore plus de valeur? Tu sais, c'est une bonne question, mais il faut toujours que la valeur des actions soit reflétée par une valeur économique. Puis là, à l'heure actuelle, c'est toute l'impression monétaire qu'on a eue a fait monter le prix des actions, le prix de l'immobilier, mais pas créer de valeur économique de plus. Fait que le problème qu'on a, c'est que tout l'argent qui est imprimé ne se retrouve pas dans l'économie.
Elle fait juste rentrer dans la spéculation. Fait que là, ça crée de plus en plus une distorsion entre la valeur des actions et la valeur économique. Fait que pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'il va y avoir... L'impression que je vais avoir, c'est qu'il va y avoir un crash boursier. Les gens vont peut-être embarquer rapidement sur certaines actions, comme c'est arrivé en 2000. Les gens quand Nortel s'est mis à corriger, les gens ont voulu se moyenner à la baisse parce que les gens avaient de l'argent pour en acheter. Puis finalement, à la fin, Nortel ne valait rien, là. Donc, pour moi, je pense que la quantité d'argent qui est dans les comptes bancaires, je pense, va vouloir aller éventuellement sur autre chose. Quand les gens vont réaliser que la valeur de leur argent papier va se dévaluer, je pense que l'or et l'argent vont exploser comme on n'aura peut-être jamais vu, là. Ça veut dire que l'important d'avoir dans son portefeuille éventuellement des valeurs refuges comme l'or, l'argent ou autre chose, des valeurs immobilières, va être des commodités je veux dire pas immobilières, agricoles, va être excessivement important. Mais l'or et l'argent, c'est facile à comprendre. Puis ça fait 3000 ans que ça fait, à chaque fois qu'il y a des crises de ce genre-là dans l'histoire, les gens se réfugient là-dessus. Donc, je pense pour protéger et je vois une autre question qui est là, pour protéger notre portefeuille, protéger sur l'argent, le meilleur actif que je peux voir à l'heure actuelle, c'est l'or, l'argent. Je vais vous le dire, personnellement, j'ai mis la moitié de mes actifs là-dedans à l'heure actuelle. C'est comme ça que je suis investi. Pourquoi je n'ai pas mis au complet, c'est qu'il y a une situation qui peut arriver que quand arrive la correction boursière, elle peut être tellement sévère que même s'il y a de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'à court terme, l'or et l'argent ne peuvent pas baisser. Si jamais c'est le cas, puis je suis convaincu qu'on a une crise d'hyperinflation à venir, c'est les actifs de choix que je vais prendre. Puis je le dis, c'est des actifs transitoires. Ce n'est pas quelque chose que je veux détenir pendant 10 ans, là. C'est vraiment des actifs pour pouvoir passer à travers un phénomène d'inflation ou d'hyperinflation. Je vois une autre question. Est-ce que tu l'avais vu? Quelqu'un qui m'a posé la question. Où vois-tu le prix de l'or et de l'argent? Oui, tu peux développer là-dessus si tu veux. Ça, là, c'est une question vraiment compliquée à expliquer, mais je pense que s'il arrive le scénario vraiment d'inflation majeure, le prix de l'or et de l'argent pourrait exploser d'une façon vraiment très spectaculaire. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand la Fed, c'est l'autre semaine d'avant, quand la Fed s'est rencontrée, les dirigeants de la Fed se sont rencontrés, ils ont exposé qu'il y avait un problème inflationniste. Puis ce qu'on a vu à court terme, c'est comme il y a un désir quand même des autorités fédérales que le prix de l'or et de l'argent ne décolle pas trop vite, parce que lorsque le prix de l'or et de l'argent va décoller, ça va être vraiment la confirmation que l'inflation est partie pour longtemps. Donc, à court terme, le prix de l'or et de l'argent est manipulé, mais on pense qu'éventuellement, il y a tellement d'argent, puis pour la plupart d'entre vous, vous êtes investis dans le fonds d'Eric Sprott, le fonds d'argent ou d'or, et à tous les jours, on regarde les quantités qui sont achetées, parce qu'Eric Sprott, la particularité, c'est le seul fonds qui achète du vrai métal. Tous les autres fonds dans l'or et l'argent, c'est des contrats papier, tandis que nous autres, c'est important pour nous d'avoir vraiment être dépositaire du vrai métal. Et les quantités qui rentrent dans le fonds sont phénoménales. À chaque jour, il est obligé d'acheter pratiquement pas loin d'un demi-million d'onces d'argent. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement. Mais dans le marché de l'or et de l'argent, le prix que vous voyez affiché à la bourse, c'est jamais le prix qui se transige sur la rue pour les gens qui veulent en acheter pour leur industrie ou l'avoir personnellement. Le vrai marché de l'or et de l'argent se transige beaucoup plus cher que le marché de la bourse. Le marché de la bourse, c'est un marché de contrats de papier. Puis ce marché de contrats de papier-là, il y a une disproportion, un peu comme... je vais vous donner un exemple. J'avais écrit une bande dessinée sur les ventes à découvert. J'avais expliqué d'une des compagnies qui s'appelait GameStop, qui avait trop de vendeurs à découvert pour le nombre d'actions. La compagnie GameStop n'est pas bonne, mais il y avait trop de vendeurs à découvert. Ça veut dire qu'il y a trop de gens qui avaient vendu l'action, qui misaient sur la mort de cette compagnie-là. Puis à un moment donné, c'est comme le fait qu'il y avait plus d'actions vendues à découvert que de vraies actions, il y a eu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Puis il y a des gens qui ont vu ça, puis se sont tirés sur cette compagnie-là, puis ils l'ont fait monter au prix excessif qu'on a vu. C'est un peu le même phénomène dans l'or et l'argent. À l'heure actuelle, c'est juste que c'est comme c'est les banques puis la Fed qui veut s'assurer que l'or et l'argent ne montent pas trop vite, qui émettent des genres de contrats de vente à découvert. Mais à un moment donné, il va y avoir une fin à ça. Puis ce système-là va s'inverser. Puis je pense que c'est un phénomène qui risque d'arriver très... Tu sais, c'est contrôlé. Puis à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, ça casse d'un coup. Puis quand ça va casser,
les prix vont exploser en 1 semaine ou 2 semaines. Donc, pour revenir, tu sais, mon objectif, c'est que vous finissiez les gagnants dans ce qui s'en vient. C'est pas facile parce qu'on a l'impression que tout semble normal à l'heure actuelle, alors que rien n'est normal. Alors, mon objectif, c'est que quand ce système-là, justement, l'inflation va partir parce que le gouvernement, tout ce qu'il peut faire, c'est imprimer de l'argent. Puis à un moment donné, la confiance dans les dollars va tomber. À ce moment-là, ceux qui vont avoir acheté l'or, l'argent ou d'autres commodités dures avant que ça arrive, d'après moi, vont finir les gagnants dans cette crise-là. Fait que mon objectif, c'est que vous finissiez les gagnants après cette crise-là, que vous ne soyez pas les perdants, vous allez être les gagnants. Pour les actifs durs, est-ce que tu verrais d'autres opportunités d'investissement à coût raisonnable en ce moment? Puis, quand on parle d'actifs durs, mettons, quand on parle du bois ou Oui. du cuivre qui a déjà monté énormément cette année, est-ce que tu ne penses pas que ça, ce serait pas surévalué un peu? Oui, non, je pense que ça, c'est des actifs économiques. Ça veut dire que ça, c'est des... pourquoi je n'ai pas acheté de cuivre? Pourquoi je n'ai pas acheté d'autres sortes d'actifs? C'est pas des valeurs refuges. Je veux dire, l'argent, et oui, c'est une matière industrielle, mais tu sais, la raison pourquoi je l'achetais, parce que c'est un actif monétaire. Comme j'expliquais à quelqu'un, en fait, c'est que je prends des dollars papier puis je les convertis dans une devise métallique qui est l'or et l'argent. Tandis que le cuivre ou le bois ou le nickel ou d'autres matières n'ont pas ou le platine, palladium, historiquement, n'ont pas cette teneur-là de monétaire. Donc, pour répondre à ta question au niveau des... Tu sais, ce que je surveille, là, je pense vraiment que la planète, les gens vont se stocker. Tu sais, le phénomène de papier de toilette qu'on a eu, je pense que les gens pourraient se stocker dans d'autres choses. On le voit là, dans différents domaines. Ça explique, et c'est peut-être pas la seule explication, il y a peut-être des phénomènes, je dirais, météorologiques qui peuvent expliquer ça, mais que le prix du maïs ait doublé, c'est qu'il y a comme un effet psychologique. Les gens disent, ouais, tout d'un coup, on devrait peut-être se stocker plus de bouffe. Ça veut dire, à l'étendue de la planète, les gens commencent à se stocker en nourriture. Il y a un stockage qui se fait, il y a un phénomène, tu sais, il y a comme il y a une intelligence universelle qui est à l'œuvre, puis les gens décident de se prémunir de ce qui pourrait arriver, là. Fait que je me dis, c'est sûr que là, j'ai acheté de l'or, de l'argent dans vos portefeuilles, mais je regarde aussi de pouvoir mettre la main sur des commodités agricoles. OK. Comment peut-on acheter de l'or et de l'argent de façon sécuritaire? La manière la plus sécuritaire que j'ai vue, c'est vraiment d'acheter de l'or et de l'argent dans un dépositaire qui est reconnu. Comme je vous dis, je trouve qu'Eric Sprott a eu une idée de génie en 2011 lorsqu'il a créé son fonds de métal, de vrai métal, parce que comme je vous dis, tout ce qu'il y avait avant, c'était juste des contrats à terme dans les fonds. Donc, les gens achetaient comme chez iShares, tu peux acheter le fonds d'argent ou un fonds d'or, mais ils ne garantissent pas qu'ils ont le métal. Tandis qu'Eric Sprott, lui, quand il a vu ça, il a dit non, 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 moi, je veux vraiment avoir le métal. Donc, je pense que les fonds, il y en a peut-être d'autres, mais moi, je ne les connais pas, mais les fonds d'Eric Sprott sont vraiment peut-être les mieux. Puis Sprott, tu trouves avoir 4 fonds. Il y a un fonds d'or, il y a un fonds d'argent, il y a un fonds d'or et d'argent, il y a un fonds de platine et palladium. Puis là, il vient d'acheter une compagnie qui était dépositaire d'uranium. Puis là, cet été, il va partir un fonds d'uranium. Donc, il va en avoir 5. Ça va être vraiment dépositaire de vrai métal. Si on avait une question par rapport à ça, à savoir comment on est sûr que Sprott garde les métaux. Mais c'est ça, ils sont audités à chaque fin de mois, puis ils sortent une liste de toutes les barres de métal qu'ils ont dans la voûte. Oui, puis ils font affaire avec la monnaie canadienne qui est gouvernementale. Donc, c'est vraiment une démarche qui est très sérieuse à ce niveau-là. Sinon, avais-tu une recommandation sur le ratio or-argent ou plus d'or, plus d'argent? Oui, ben tu sais, j'avais fait une bande. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai écrit une bande dessinée qui était spécifiquement sur l'argent. Donc, je privilégie l'argent en ce moment. Parce que quand on a fait notre recherche sur l'argent sur 2500 ans de monnaie métallique, ce qu'on a vu, c'est que historiquement, le ratio or-argent, ça veut dire que pour 14 pièces d'argent, on pouvait acheter une pièce d'or. Au moment où je vous parle, on est à 68, 69 fois. Puis, c'est un phénomène qui date depuis qui est plus du 20e siècle, où l'or est devenu plus la valeur refuge, puis c'est comme si l'argent était un peu négligé. Donc, à mon avis, l'argent est définitivement un meilleur placement que l'or à cause du ratio. Puis, j'avais écouté une entrevue avec Keith Neumeyer, qui est le président de First Majestic, qui est la seule mine d'argent ici au Canada. Puis Keith Neumeyer, ce qu'il disait, c'est que
Il dit, un des gros phénomènes, c'est que lorsqu'on a laissé tomber nos 25 cents, nos 10 cents en argent au Canada, aux États-Unis ou en Europe, ici, on s'est retrouvé avec 5 millions d'onces d'argent qui ne servaient plus à rien. Donc, il y a eu comme une pile d'argent qui a pris 25-30 ans à manger, mais là, ça fait déjà 10-15 ans que c'est mangé. Donc, à l'heure actuelle, les réserves d'argent, ils ne se minent pas assez d'argent pour la demande d'argent mondiale. Donc, pour moi, le métal numéro 1 à détenir, c'est vraiment d'avoir des onces d'argent. Alors, c'est définitivement, moi, personnellement, je suis à 80% investi dans l'argent. J'ai acheté de l'or aussi parce que je voulais avoir un deuxième refuge, puis peut-être que j'irai sur un autre métal ou une autre commodité agricole. Mais pour la transition qui s'en vient, je pense, à mon avis, l'argent va être l'investissement numéro 1. En période de stagflation, c'est mieux de vendre nos placements, de laisser tout ça dormir ou d'acheter de l'argent dans nos placements. De racheter des... En fait, c'est ça. En période de stagflation, c'est mieux de retirer nos placements, de les laisser dormir ou de rajouter de l'argent dans nos placements. Moi, je vais vous dire, là, quand j'ai vu la correction rapide qu'on a eue au mois de mars l'année dernière, puis là, je vous parle en général, là, quand j'ai vu la compagnie Canadian Tire partir de 13 fois les bénéfices et descendre à 5 fois les bénéfices, je me suis dit, hein, même en 2008, je n'ai pas vu ça. Puis là, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, OK, quand le marché devient non liquide, il n'y a rien qui tient, là. Il n'y a absolument rien qui tient. C'est pour ça que je vous ai mis en abri, parce que je pense qu'on va avoir une situation de ce genre-là où il y aura. Bon, je vais répondre à votre question. En tout cas, moi, à part d'acheter des commodités inflationnistes, je pense que le marché des actions, s'il devient vraiment extrêmement liquide, on peut assister à la plus grosse correction des 100 dernières années, là. Parce que le marché est trop cher. Tu sais, c'est comme le gouvernement a imprimé de l'argent. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que le gouvernement va imprimer de l'argent, ça ne marchera plus. Il n'y a plus rien qui va. Tu sais, la date, ça maintient, mais à un moment donné, c'est un sentiment. C'est comme si le gouvernement, en imprimant de l'argent, il pousse dans le dos du monde, puis le monde se sent réconforté. Puis à un moment donné, le sentiment va s'inverser. À un moment donné, comme là, on l'a vu, là, on nous parlait d'une croissance économique de 5-6 %, puis là, les chiffres de l'économie au Canada au mois d'avril ont sorti, puis on est négatif. Tu sais, ça va prendre combien d'éléments comme ça avant qu'à un moment donné, c'est comme il va y avoir une rupture, les gens vont réaliser que la croissance prévue n'est pas au rendez-vous, là. Donc, vendez. Donc, si j'étais vous, moi, je ne garderais pas votre portefeuille. Vous devez absolument, selon moi, vous devez absolument vous protéger. Puis, ce liquide-là, il faut juste savoir, il ne faut pas vous garder du liquide pendant 10 ans, là. Mais quand va arriver cette situation-là, je me dis, vous pouvez peut-être acheter de l'or, de l'argent, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir du liquide pour pouvoir saisir des opportunités au pire de l'émotion. Parce que je ne l'ai pas montré, je voulais montrer la courbe d'émotion, mais là, on est au paroxysme du positivisme. Les gens sont optimistes. Quand ça va s'inverser puis ça va tomber dans le bas de la courbe, vous allez voir, je vous le dis, là, vous allez voir des choses là, vraiment très spectaculaires. On dit souvent que s'il y a de l'inflation, mon hypothèque ou les paiements de mon hypothèque vont baisser par rapport à ce qu'il était auparavant. Puis un autre exemple, ce serait, mettons, un immeuble locatif que les paiements d'hypothèque baissent, mais que les loyers augmentent. Ça serait rentable dans une période inflationniste, on s'entend? Oui. Donc, peux-tu expliquer pourquoi l'immobilier ne serait pas un bon placement en ce moment? S'il se passe ce que vous dites, c'est que ça va être très bon. Mais moi, ce que je pense, c'est que quand, à l'heure actuelle, on le voit, les banques, on refuse les banques, je ne sais pas si les gens ont regardé, là, les banques ont prêté de l'argent jusqu'au mois de mars, au mois d'avril, là, les banques décident de ne plus prêter. Ça veut dire que l'argent s'accumule. Le gouvernement imprime de l'argent, mais les banques ont arrêté de prêter parce qu'ils trouvent qu'au taux d'intérêt actuel, ils ne veulent plus prêter de l'argent. Ça veut dire que les banques vont reprêter de l'argent seulement quand les taux vont avoir monté de façon considérable. Parce que si les taux d'intérêt montent, le prix de l'immobilier ne sera pas stable. Si les taux d'intérêt montent moindrement d'1 ou 2 vous allez voir, les prix de l'immobilier vont refroidir assez vite. Donc, ça dépend. Si vous achetez à très long terme, puis vous dites, moi, j'ai acheté cet actif-là juste pour toucher mes loyers, puis je suis à l'aise avec ça, ça va. Si par contre, vous dites, pour moi, l'équité que j'ai sur mon bloc ou ma maison à l'heure actuelle est hyper importante, je compte là-dessus. Posez-vous la question, si l'équité de votre maison est importante puis vous n'êtes pas prêt à vivre une fluctuation sur l'équité, l'immobilier, c'est pas le meilleur des actifs, là. On parle souvent d'inflation aux États-Unis. Si l'inflation augmente, puis
le dollar américain perd de la valeur, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un effet sur le dollar canadien? Le dollar canadien va-tu faire la même chose ou comment ça va se comporter? Tu sais, ce qui nous a avantagé, là, je vais vous expliquer, puis ça peut bouger différemment, mais c'est certain que quand il y a de l'inflation, on est un pays de matières premières, donc c'est bon pour notre devise. Par contre, si on a une crise, à court terme, le dollar américain est la valeur refuge. Donc, tu sais, dans une période de crise, le dollar américain pourrait bien se comporter, mais l'inflation pourrait faire que le dollar canadien pourrait augmenter. Je vous dis, là, ça va devenir vraiment très compliqué, là, parce que, comme je vous dis, c'est qu'on rentre dans une période d'inflation, à mon point de vue, qui n'est pas temporaire. Et puis, on va vivre des cycles. Là. On va vivre des cycles, puis les dollars, il pourrait y avoir énormément de volatilité sur les devises. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut jouer entre les deux devises pourra le faire, là, mais je pense qu'on va voir toutes sortes de choses. Donc, c'est très difficile pour me dire, hey, achetez vraiment telle devise. Pour moi, la meilleure devise à moyen terme, c'est la devise métallique hors argent par rapport à l'euro, par rapport au dollar canadien, au dollar américain. La seule devise qui est forte dans les périodes qu'on a d'inflation parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'or, c'est le seul pays qui a gardé énormément d'or, c'est la Suisse. Tu sais, ça a été la seule monnaie qui a mieux fait que le dollar américain depuis la Deuxième Guerre mondiale au niveau de l'inflation. S'il y avait une devise qui serait peut-être plus forte que les autres, ce serait cette devise-là. Mais les autres, j'ai l'impression qu'il y a une faiblesse. Mais je pense que les Américains s'endettent plus que nous à l'heure actuelle. Donc, si toute chose gardée, logiquement, peut-être que le dollar canadien pourrait prendre de la force par rapport au dollar américain, peut-être plus. Mais je n'ai pas de garantie là-dessus. Dans les commodités agricoles, est-ce qu'il y en a qui sont plus gagnantes à moyen terme? Si je devais acheter, je n'achèterais pas une en particulier. J'achèterais un panier avec, je dirais, les principales. Là. Je sais que Rogers a créé un fonds à ce niveau-là là, qui est investi dans 20 commodités. Donc, l'idée, je serais pas dans. Je suis moins je pourrais pas vous dire, là, j'ai moins de facilité qu'avec l'or et l'argent, mais j'achèterais, dans ce domaine-là, je n'achèterais pas une en particulier, mais j'achèterais un panier où dans lequel il y en aurait plein. Okay, pour l'instant, on n'a plus d'autres questions. Moi, là, ce que je veux vraiment terminer, peut-être que j'ai pas mis assez l'emphase là-dessus, c'est que, tu sais, l'inflation, j'ai toujours cru que c'est un phénomène économique, et là, je suis convaincu que c'est depuis un an, que c'est un phénomène monétaire. Ça veut dire que plus on imprime de l'argent, plus ça crée éventuellement de l'inflation. Ça prend juste un catalyse. On a eu le catalyse avec la crise. Ça a arrêté la production. Puis une fois que ça part, c'est comme un cheval qui prend le mors aux dents. C'est vraiment difficile à contrôler. Puis là, le problème, c'est que pour le contrôler, il faudrait que le gouvernement arrête d'imprimer de l'argent, puis augmente les taux d'intérêt, puis il ne le fera pas. Fait que je pense que le phénomène va s'accélérer. Puis je veux vraiment vous protéger là-dedans. Fait que même si on a l'impression que l'or et l'argent ne montent pas énormément en ce moment, je suis convaincu que c'est vraiment les actifs numéro 1 à avoir dans une période inflationniste. On a d'autres questions. Les banques sont-elles protégées en ce moment avec leurs réserves? Là, quand on dit si les taux augmentent, normalement, c'est bon pour les banques. Mais Oui. à l'inverse, c'est les clients qui vont peut-être faire faillite. Qu'est-ce que tu en penses? C'est certain, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas une période pour avoir des actifs papier. Une banque, ce n'est que des actifs papier. Ça veut dire c'est comme tu prêtes de l'argent à quelqu'un, puis tu espères vraiment que cette personne-là honore sa dette puis te rembourse. Je pense dans ce qui s'en vient, définitivement, que je ne voudrais pas être investi dans une banque. C'est quoi qui pourrait freiner ou terminer la stagflation? Écoute, je prends l'exemple de, tu sais, on a eu, je retourne en arrière. Tu sais, voyez-vous, il y a comme deux pics. Quand il arrive ici l'inflation de la période, on a une grosse inflation, il arrive un crash boursier. Normalement, dans un crash boursier, on aurait dû vivre comme dans les années 30, une déflation. OK? Mais pourquoi on n'a pas vécu de déflation comme dans les années 30? Parce que dans les années 30, l'argent américain était attaché à l'or. C'est que le gouvernement, ce qu'il a fait, il s'est mis à imprimer. Puis là, tout de suite après, encore une autre période inflationniste. Puis là, après ça, l'inflation a réduit parce qu'il y a eu un gros crash économique ici en 1981-82.
Mais tu sais, on n'a pas vraiment vécu de déflation. Ça veut dire que j'ai l'impression que pour vivre la déflation, ça serait possible qu'on en vive si on a vraiment le crash que je m'attends. Mais quand va arriver ce crash-là, qu'est-ce que vous pensez que les gouvernements vont faire? Ils vont se mettre à réimprimer de l'argent. Fait que je veux dire, on va avoir un crash boursier mélangé avec de l'inflation. Ça veut dire que ça devient... c'est pour les gens qui vont connaître le crash, ça va être un double crash parce que la valeur de tes placements va baisser puis la valeur de ton argent va baisser. Un titre à dividende élevé, 6-7 %, est-ce que ça corrige autant qu'une obligation dans un environnement où les taux d'intérêt montent? OK. En 2008, j'étais investi dans une compagnie qui performait, qui s'appelait Gannett, qui était dans les journaux. Et la compagnie Gannett versait un dividende de 5,7 % et les bénéfices étaient très stables. Et là, quand arrive la crise de 2008, c'est pour ça que je vous dis, c'est mon expérience de l'année 2008 m'a permis de comprendre bien des choses. Quand arrive la crise de 2008, les dettes sont devenues toxiques. C'est ça qui va être l'élément majeur. Quand il arrive une crise financière, les dettes deviennent toxiques et du jour au lendemain, la dette que Gannett avait, le marché s'est mis à avoir peur. Fait que l'action de Gannett qui se transitait, alors que Gannett, son dividende était stable, ses bénéfices étaient stables, l'action de Gannett s'est mise à baisser parce que les gens ont dit, est-ce que Gannett va être capable de renouveler sa dette dans un environnement où les gens ne veulent plus financer des dettes? Alors, l'action s'est mise à descendre. Puis là, Gannett s'est posé elle-même la question. Elle dit, ouais, tout d'un coup, qu'on ne sera pas capable de refinancer notre dette. Qu'est-ce que Gannett a fait? Un geste très courageux de sa part. Elle a coupé son dividende pour prendre tout l'argent qu'elle faisait pour rembourser sa dette. Alors là, l'action est partie de 50 $, elle est descendue à 25 puis elle est descendue jusqu'à 2 $. Je me rappelle parce que quand l'action avait descendu à 2,5 $, j'ai fait le tour de tous mes clients qui étaient ici. Puis je me disais, hey, les profits n'ont pas changé. La compagnie, au lieu de verser le dividende, tout ce qu'elle fait, elle rembourse la dette. On avait racheté pour tout le monde du Gannett. Puis c'était un bon placement parce que Gannett est parti de 2,5 $, puis avait remonté à 40 $. Donc, tout ça pour vous expliquer que la plupart des compagnies qui versent des gros dividendes ont aussi des grosses dettes. Et c'est pour ça que, tu sais, si mes compagnies de tabac que j'avais avaient eu 0 dette, je les aurais jamais vendues. Mais quand tu as, je sais pas, 35-40 milliards de dettes, puis du jour au lendemain, les dettes deviennent toxiques, je me dis, les compagnies de tabac ont beau être bonnes, peut-être que momentanément, ils vont couper leurs dividendes pour mettre l'argent sur la dette. C'est ça qui arrive. Quand il arrive une crise, momentanément, les dettes deviennent toxiques. Les gens sont inquiets avec les dettes. C'est ça qui est arrivé en 2008-2009. Toutes les compagnies qui avaient des grosses dettes, puis qui étaient des compagnies plus cycliques, même s'ils versaient un bon dividende, ils ont été obligés de couper leurs dividendes pour pouvoir rembourser leurs dettes. Fait que, pour répondre à votre question, si la compagnie verse un bon dividende et avait 0 dette, et je me dis, il n'y a pas de problème, elle est beaucoup moins à risque qu'une compagnie qui a des dettes. Mais ça existe pratiquement pas. Pourquoi le secteur agricole serait considéré comme un secteur de protection? Bien, c'est que s'il y a une période d'inflation, les gens vont devoir manger. Fait que comme les gens vont devoir manger, bien, même si l'argent, tu sais, l'inflation, ce que ça fait, c'est que l'argent qui va sur les biens de luxe, le loisir, toutes ces choses-là vont être mis de côté. Et la crise au Venezuela de cet hiver où il y a une crise inflationniste, hyper-inflationniste majeure, ce qu'on voyait cet hiver, c'est que les gens pouvaient juste se payer l'épicerie. Ça veut dire que, tu sais, sur la planète, même s'il y a énormément d'inflation, les gens vont devoir acheter de la bouffe. Fait que les commodités agricoles vont être avantagées dans une crise inflationniste. Est-ce que l'argent que j'ai à la banque est en danger? Oh mon Dieu, vous posez une grande question. Pas à court terme. Là, est en danger peut-être de vivre... s'il y a de l'inflation, de l'hyperinflation, bien, c'est certain que l'argent dans votre compte de banque va être là, mais elle va pouvoir payer moins de choses. Tu sais, vous regardez, là, je ne sais pas si vous achetez des choses, vous fouillez, vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on pouvait s'acheter pas si longtemps que ça à meilleur prix. Moi, ce qui me frappe, c'est que des fois, j'essaie de chercher des choses dans l'usager, puis le marché de l'usager n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 1 an et demi ou 2. C'est difficile de trouver quelque chose dans les prix qu'on trouvait avant. Là. Fait que c'est ça, il y a de l'inflation, donc je me dis, l'argent que vous avez dans votre compte de banque, si vous savez quoi faire au bon moment, ça peut être une très bonne idée d'avoir des liquidités, de saisir des aubaines. Mais si à moyen terme, vous ne voulez pas vous casser la tête et vous voulez garder
vous voulez garder votre pouvoir d'achat, ben, je me dis, achetez-vous de l'or et de l'argent. Je pense que ça va mieux performer. Je parle à moyen et long terme que je suis plus convaincu que l'or et l'argent vont faire un meilleur travail que votre argent dans votre compte de banque. Est-ce qu'il y a une fin heureuse à la période de stagflation ou ça va être un cycle éternel de malheur? Non, 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 non. Et je pense qu'on va retourner à la réalité. Je pense qu'on vit une période de crédit depuis 40 ans qui arrive proche de sa fin. Avant ça, c'était les gens qui s'endettaient pour consommer. Après ça, ben, c'était les compagnies. Puis là, c'est rendu que c'est les gouvernements qui le font. Puis là, on arrive à une période où, c'est une manière, je pense que c'est pratiquement voulu, l'inflation puis l'hyperinflation. C'est une manière d'annuler les dettes, là. C'est juste que si vous avez de l'argent puis le gouvernement décide de laisser aller l'inflation pour éliminer ses dettes, parce que le gouvernement sait qu'il ne pourra pas rembourser ça, ça veut dire que oui, à un moment donné, quand il va arriver peut-être une devise 2.0, puis les gouvernements vont être moins endettés, ben les choses vont repartir. C'est définitif qu'après que la bulle a éclaté puis dessoufflé, si vous n'êtes pas victime de ça, puis vous avez eu les bons actifs, vous allez vous retrouver dans une minorité de la population qui va être avantagée. Donc oui, pour vous, pour ceux qui comprennent ce qui se passe, puis qui prennent les bonnes actions en ce moment, vous allez être définitivement avantagé. Je ne sais pas si je l'avais dit dans une présentation, Olivier, explique aux gens là, ce que tu avais trouvé au Venezuela cet hiver, les gens qui avaient de l'or. Là. Les gens qui avaient le bon actif au bon moment ont pu acheter une maison au Venezuela avec une once d'or. Ça veut dire que les gens qui sont perspicaces puis qui voient vraiment, qui cherchent à voir ce qui se passe, puis éviter cette situation-là, vont être définitivement avantagés. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être plus difficile, la vie va être différente, mais pour vous, si vous avez fait les bons choix, la vie peut être même meilleure pour vous. Plus on t'entend parler qu'on achète beaucoup de métaux précieux. Est-ce qu'on investit aussi dans les minières ou pourquoi on n'investit pas dans les minières? Hey, ça, c'est vraiment une bonne question. Je vais vous avouer franchement qu'investir directement dans les minières pourrait peut-être être plus rentable. Okay? Je ne veux pas vous le cacher que si le prix de l'or si le prix de l'argent explose, c'est sûr que First Majestic va peut-être performer plus que le métal. Mais moi, quand j'ai acheté l'or et le métal, c'est que je ne veux pas spéculer sur la performance d'une entreprise. Puis, je ne veux pas une action, même si c'est dans le meilleur secteur au monde, quand il arrive une correction, l'action risque de descendre plus vite que le métal déjà transformé. Fait que je me dis, j'ai spoté plusieurs compagnies que je trouve intéressantes, mais à l'heure actuelle, j'étais plus à l'aise d'acheter déjà. Tu sais, j'ai juste converti mes dollars canadiens, mes dollars américains en devises métalliques. Mais je pense que oui, dans une situation, les compagnies minières pourraient mieux performer que le métal direct. Dans l'industriel, les manques de tout, les pénuries de pièces et tout ça. Est-ce que tu crois un retour vers la normale en 12 mois ou tu penses que ça va toujours être difficile d'obtenir des containers ou des poutres d'acier? Je pense qu'on est... Tu sais, ce que j'ai lu, c'est que les Chinois se stockent. Les Chinois ont décidé de convertir leurs devises en matières premières. Puis il ne faut pas oublier que la crise va venir de la Chine parce que la Chine détient la moitié de la dette américaine. Les Chinois comprennent que les Américains sont en train de dilapider leurs devises. Fait qu'eux autres sont en train de prendre les devises qu'ils ont et la mettre dans matières premières. Fait que, tu sais, dans tout le stockage, si tout le monde décide de se stocker, tu sais, comme je l'ai expliqué dans la présentation, c'est un phénomène psychologique. J'ai comme vraiment l'impression que, tu sais, il y a peut-être des domaines qui vont se stabiliser. Peut-être que le bois va se stabiliser, mais il y a d'autres domaines. Tu sais, c'est les domaines, tu sais, je regardais comme dans les bicycles, il peut y avoir une vingtaine de composantes qui rentrent dans une bicyclette. Si t'en manques une, tu peux pas faire le produit fini. Fait que c'est plus les produits vraiment transformés qui va devenir une problématique. Fait que puis comme je vous dis, si les gens s'inquiètent et décident de se stocker, tu sais, s'il arrive l'inflation, peut-être que les gens vont préférer avoir des pièces dans leur usine que d'avoir de l'argent dans leur compte de banque. Donc, je n'ai pas l'impression que ça va se résorber aussi vite qu'on le pense. Est-ce qu'il y a une différence entre les liquidités que j'ai à la banque et les liquidités que j'ai ici dans mon compte de placement? Je dirais que oui. Vous êtes dans une compagnie d'assurance, vous êtes chez un courtier. Moi, écoute, là, c'est délicat comme réponse, mais théoriquement, vos liquidités sont aux deux places, mais je veux dire, moi, personnellement,
Je garde des liquidités dans mon compte de banque, mais je suis plus à l'aise d'avoir mes liquidités. Je ne donnerai pas toutes les réponses, là, mais je suis plus à l'aise d'avoir mes liquidités dans mon compte de courtage qui est ici. Parce que veux pas, là, dans un compte bancaire, je veux dire, il y a eu des situations où, tu sais, dans un compte, il peut arriver des situations, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça m'avait frappé quand en Grèce, la crise avait perduré, puis les gens ne pouvaient pas avoir à aller chercher leur argent dans leur compte de banque. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent dans les comptes de banque servent aux banques. C'est des liquidités qui servent à prêter. Fait que c'est des liquidités que les banques ont besoin. S'il arrive une crise, je ne dis pas que ça va arriver là, mais en Grèce, il y avait limité les sorties journalières d'un compte de banque à 100 €, par jour. Fait qu'en tout cas, c'est pour dire que je suis plus à l'aise d'avoir mes liquidités ici. Mais bon, je ne suis pas rendu là dans cette pensée-là, mais à choisir, j'aimerais mieux avoir ici. Est-ce que ça, je pense qu'on est déjà rendu à presque une heure. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Hey, merci infiniment. Écoutez, je vous invite vraiment à continuer de m'écrire. C'est précieux pour moi. Vos questions sont importantes parce que c'est une situation qui est complexe à l'heure actuelle. Puis je vous comprends de peut-être parfois être mêlé. Je suis là pour vous accompagner et vous éviter de tomber dans le piège qui existe actuellement. Tu sais, je me dis, c'est sûr que j'exige de vous un peu de patience. On s'est retiré du marché. On aurait peut-être duré. Tu sais, je me dis, le marché continue de monter jusqu'au mois d'avril. Puis on a l'impression d'être stable. Mais pour moi, la situation est vraiment dangereuse. Fait qu'écoutez, je pense vraiment qu'on a pris une bonne décision. On ne regrettera pas le choix qu'on a fait. Alors, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire ou bien à rentrer en communication avec moi. Merci. Bonne fin de journée.